Ce jeune homme est Félix Mendelssohn, le grand compositeur romantique allemand. J'espère que vous voyez le rapport avec l'honneur de l'esprit humain. Sinon, écoutez le songe d'une nuit d'été, vous reconnaîtrez la marche nuptiale. Bon, le rapport avec l'histoire de l'analyse saute un peu moins aux yeux, mais ça va venir, attendez un peu. Je vous raconte ailleurs la controverse entre Euler et d'Alembert à propos des cordes vibrantes. Le mérite d'avoir posé l'équation et d'en donner une solution générale revient à d'Alembert. Mais Euler pense qu'il peut y avoir d'autres solutions que celles de d'Alembert. Leur désaccord vient d'une mauvaise définition de ce qu'est une fonction. Depuis un article de Taylor en 1713, on sait bien que les sinusoïdes, dont les fréquences sont multiples de la fréquence de base, sont toutes des solutions particulières. Par conséquent, toute combinaison linéaire, éventuellement infinie, de ces sinusoïdes, est aussi solution particulière de l'équation aux dérivées partielles. Mais est-on sûr que ce n'est vraiment qu'un cas particulier? D'Alembert en est persuadé. Euler est moins affirmatif, mais semble le penser également. Le troisième protagoniste de l'affaire est Daniel Bernoulli. Il est ami avec Euler, qu'il a fait venir à Saint-Pétersbourg au début de sa carrière. Pour Bernoulli, les combinaisons de sinusoïdes sont les seules solutions physiquement admissibles, et il n'aime pas vraiment l'approche théorique de d'Alembert. Je tiens M. d'Alembert pour un grand mathématicien, dans les questions abstraites, mais dès qu'il fait une incursion dans les mathématiques appliquées, toute l'estime que j'ai pour lui disparaît. Je suis d'avis qu'on réclame des déterminations physiques et non des intégrations abstraites. Un goût pernicieux commence à se répandre qui fait que les sciences exactes pâtissent d'autant plus qu'elles sont moins avancées et qu'il vaudrait souvent mieux pour la physique expérimentale que les mathématiques aient disparu de la surface de la Terre. En 1753, Bernoulli revient sur la polémique. Il explique les raisons pour lesquelles les combinaisons de sinusoïdes sont les seules solutions physiquement naturelles. Puis il ajoute: voilà donc cette infinité de courbes trouvées sans aucun calcul, et notre équation est la même que celle de M. Euler. Il est vrai qu'il ne traite pas cette multitude infiniment infinie de générale, et qu'il ne la donne que comme des cas particuliers. Mais c'est ce sur quoi je ne suis pas encore assez éclairci. S'il y a d'autres courbes, je ne comprends pas dans quel sens on peut les admettre. Quelques années plus tard, Lagrange intervient. Dès son premier article, il avait utilisé une approche nouvelle, qui le conduisait à donner raison à Euler sur la généralité des solutions. Il ne traite les séries trigonométriques que 7 ans plus tard, au détour d'un énorme article sur les équations différentielles. On y lit cet alinéa: solution d'une question relative à la théorie des cordes vibrantes. La question que je vais examiner ici consiste à savoir si toutes les courbes qui rendent la solution du problème des cordes vibrantes possible, suivant la théorie de M. d'Alembert, sont renfermées ou non dans l'équation de la série trigonométrique. La question que ce grand géomètre a vivement agitée avec messieurs Bernoulli et Euler dans le premier mémoire de ses opuscules mathématiques. Et là, connaissant Lagrange, on se dit: il va mettre un point final au débat, et on va enfin savoir qui avait raison. Mais en fait, pas vraiment. Il se contente de montrer que si la solution est une série trigonométrique, il en est de même de la condition initiale, mais tout de même, un peu plus loin, il montre qu'une série trigonométrique peut interpoler une fonction donnée en autant de points qu'on veut, et donc en être arbitrairement proche. Pour ce faire, il exprime les coefficients de la série interpolante sous forme d'intégrale. Dans notre langage,
À partir d'une fonction, il donne l'expression de ses coefficients de Fourier. Eh bien, nous y voilà. J'avais évité jusque-là de prononcer son nom, parce que, comme vous l'avez vu, il n'est pas l'inventeur des séries trigonométriques. Sa grande découverte, il l'a faite alors qu'il était préfet de l'Isère, qu'il avait toutes sortes de conflits humains à gérer, les marais de Bourgoin à assécher, la route de Loisan à planifier, les collections de l'expédition d'Égypte à classer, et son compte-rendu à rédiger. On se demande un peu ce qui l'a motivé pour s'attaquer en plus à la théorie de la chaleur. Dans son éloge historique, Arago fournit une information intéressante. Pour se dérober à de légères atteintes rhumatismales, notre confrère se vêtait dans la saison la plus chaude de l'année, comme ne le font même pas les voyageurs condamnés à hiverner au milieu des glaces polaires. On me suppose de l'embonpoint, disait-il quelquefois en riant. Soyez assurés qu'il y a beaucoup à rabattre de cette opinion. Si à l'exemple des momies égyptiennes on me soumettait, ce dont Dieu me préserve, à l'opération du désemmaillotement, on ne trouverait pour résidu qu'un corps assez fluet. Au vu de ces deux portraits de Jules Boilly, il m'est difficile de croire que Fourier ait été si fluet que cela. Mais ce n'est pas là l'important. L'important, c'est son œuvre majeure, la théorie analytique de la chaleur. C'est là qu'il établit l'équation aux dérivées partielles qui décrit la diffusion de la chaleur au cours du temps. Même si la théorisation de la chaleur avait commencé avant lui, en particulier avec Newton et Lambert, Fourier a réalisé une avancée cruciale que personne ne lui conteste. Ce qui nous intéresse ici, c'est sa technique de résolution de l'équation de la chaleur. La voici résumée en une seule formule. On obtient par là l'équation suivante qui sert à développer une fonction quelconque en une suite formée de sinus et de cosinus d'arcs multiples. Vous voyez l'équation, c'est bien le développement en série de Fourier tel que nous le connaissons. Fourier parle d'une fonction quelconque sans trop se préoccuper de savoir ce qu'est une fonction, ni si les intégrales qui donnent les coefficients ont effectivement un sens. À sa décharge, au moment où il écrit, les idées de continuité et d'intégrabilité ne sont pas encore très claires. Mais surtout, pour Fourier, la question n'est pas mathématique, mais physique. Sa fonction grand F représente une répartition de chaleur. Il ne peut donc pas l'imaginer autrement que continue. Une fois écrite la décomposition en série trigonométrique, Fourier a parfaitement vu qu'elle s'applique à d'autres équations que celle de la chaleur. Voici par exemple ce qu'il dit des cordes vibrantes. Si on applique ces principes à la question du mouvement des cordes vibrantes, on résoudra les difficultés qu'avait d'abord présentées l'analyse de Daniel Bernoulli. La solution donnée par ce géomètre suppose qu'une fonction quelconque peut toujours être développée en série de sinus ou de cosinus d'arcs multiples. Or, de toutes les preuves de cette proposition, la plus complète est celle qui consiste à résoudre en effet une fonction donnée en une telle série dont on détermine les coefficients. Pour lui, la solution par les séries trigonométriques est universelle et ne peut souffrir aucune contestation. Les solutions que l'on obtient par cette méthode sont complètes et consistent dans des intégrales générales. Aucune autre intégrale ne peut avoir plus d'étendue. Les objections qui avaient été proposées à ce sujet sont dénuées de tout fondement. Il serait aujourd'hui superflu de les discuter. Fourier, qui était connu pour ses qualités humaines, emploie là un ton cassant qui ne lui ressemble pas vraiment. Pour comprendre pourquoi, il faut retracer l'histoire quelque peu difficile de ce livre. Fourier avait commencé par envoyer en 1807, donc 15 ans auparavant,
un mémoire à l'Académie des sciences. À part un bref compte-rendu par Poisson l'année suivante, rien n'avait été publié. Mais tout de même, 3 ans après, l'Académie avait ouvert un prix sur le même sujet, ce qui était un moyen d'encourager Fourier à revoir sa copie. Voici le compte-rendu de la séance publique du 6 janvier 1812, paru dans plusieurs journaux de l'époque. Proclamation des prix décernés dans la séance publique du 6 janvier 1812. La classe des sciences avait proposé en 1810, pour sujet du prix de mathématiques qu'elle devait distribuer cette année, la question suivante. Donner la théorie mathématique des lois de la propagation de la chaleur et comparer le résultat de cette théorie à des expériences exactes. La classe a décerné le prix, valeur d'une médaille d'or de 3000 francs, au mémoire enregistré sous le numéro 2. Cette pièce renferme les véritables équations différentielles de la transmission de la chaleur, soit à l'intérieur des corps, soit à leur surface. Et la nouveauté de l'objet, jointe à son importance, a déterminé la classe à couronner cet ouvrage, en observant cependant que la manière dont l'auteur parvient à cette équation n'est pas exempte de difficultés, et que son analyse pour les intégrer laisse encore quelque chose à désirer, soit relativement à la généralité, soit même du côté de la rigueur. L'auteur de ce mémoire est M. Fourier, membre de la Légion d'honneur, baron de l'Empire. Alors, imaginez un peu la réaction de Fourier, baron de l'Empire et préfet de l'Isère, lisant dans les journaux que, certes on lui donne un prix, mais du bout des lèvres, en observant qu'il manque de rigueur. Et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Maintenant, mettez-vous aussi à la place de Lagrange. Il a 76 ans, mais il se souvient parfaitement qu'il avait travaillé sur les cordes vibrantes 50 ans auparavant. Il se souvient certainement aussi de son article de 1766 où il donnait le calcul des coefficients d'une série trigonométrique interpolant une fonction. Il est probable que si, à l'époque, il n'avait pas énoncé un résultat général de convergence, c'est qu'il ne lui paraissait pas évident. Et 46 ans plus tard, les affirmations péremptoires de Fourier ne lui suffisent toujours pas. Il n'a certainement eu aucun mal à convaincre ses collègues plus jeunes, Lacroix, Legendre, Poisson et Prony, chargés de l'examen du mémoire, que les justifications de Fourier étaient insuffisantes. Mais l'essentiel restait tout de même l'équation de la chaleur, qui, à elle seule, justifiait l'attribution du prix. Et puis, le temps a passé. Lagrange est mort en 1813. Fourier s'est installé à Paris après la chute de Napoléon. Il a été élu à l'Académie des sciences en 1817. L'année où paraît sa théorie analytique de la chaleur, il en est même devenu secrétaire perpétuel. Quelle revanche! Alors il trouve légitime de léguer à la postérité sa philosophie des mathématiques. L'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et les calculs sans issue, elle est encore un moyen assuré d'en découvrir les éléments qu'il nous importe le plus de connaître, et que cette science doit toujours conserver. Ces éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous les effets naturels. Fourier écrivait ceci au moment de la transition entre les mathématiques du XVIIIe et celles du XIXe siècle. Les nouvelles générations allaient avoir un point de vue totalement différent du sien. Voici ce que Jacobi, alors âgé de 26 ans, écrivait au moment de la mort de Fourier. M. Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels.
Mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question de système du monde. Et justement, c'est le meilleur ami de Jacobi, Gustave Lejeune Dirichlet, qui a donné la première justification rigoureuse de la convergence des séries trigonométriques. Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Les séries de sinus et de cosinus jouissent entre autres propriétés remarquables aussi de celle d'être convergentes. Cette propriété n'avait pas échappé aux géomètres illustres, c'est-à-dire Fourier, etc. Mais personne que je sache n'en a donné jusqu'à présent une démonstration générale. Il a raison, il est bien le premier à donner une démonstration au sens moderne du terme. En plus de cette démonstration, ce qui frappe dans sa démarche, c'est son souci de définir précisément les objets qu'il manipule. Comme ici, ce qu'est une fonction continue sur un intervalle. À quelques détails de formulation près, c'est bien notre définition moderne. Pour cerner la portée de ces résultats, il donne des contre-exemples. Et c'est aussi une démarche nouvelle. Ici, il montre deux séries dont les termes généraux sont équivalents, dont l'une est convergente, l'autre divergente. Là, il donne une fonction discontinue partout qui ne peut pas être intégrée. Elle prend des valeurs différentes sur les rationnels et sur les irrationnels. De nos jours, quand on parle de l'importance historique des séries trigonométriques, on souligne d'abord leur actualité, leurs applications, de la transformée de Fourier rapide aux images JPEG. Certes, mais c'est faire de l'histoire a posteriori. Pendant tout le XIXe siècle, le rôle des séries trigonométriques a été de servir de banc d'essai à la rigueur mathématique. Vous allez voir ce que je veux dire. Quand Riemann est mort, il n'avait pas encore 40 ans. Son ami Dedekind a cherché dans ses papiers ce qui devait être publié. Il a trouvé en particulier cet article sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique. Regardez ce qu'il en dit en note de bas de page. L'impression de ce travail sans changement de forme paraîtra suffisamment justifiée tant par l'intérêt considérable qui s'attache au sujet que par la manière dont y sont traités les principes les plus importants de l'analyse infinitésimale. Et en effet, à propos du calcul des coefficients de Fourier, Riemann se pose la question fondamentale du calcul de l'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Et sa réponse est ce que nous appelons toujours l'intégrale de Riemann. Édouard Heine est un élève de Dirichlet. À la suite de Dirichlet et Weierstrass, il a travaillé à l'élaboration et à la clarification du concept de continuité uniforme. Il a démontré, par exemple, qu'une fonction continue sur un intervalle fermé borné était uniformément continue. À la suite de son article sur les séries trigonométriques que vous voyez, il transmet à son jeune collègue Georg Cantor le problème de l'unicité. Cela donne cet article, extension d'un théorème de la théorie des séries trigonométriques. L'essentiel de l'article n'est pas dans la démonstration de l'unicité, mais dans la définition que Cantor donne des nombres réels, comme classe d'équivalence de suite de rationnels. Ce sera le point de départ de sa théorie des ensembles. Voyez ici la première page des leçons sur les séries trigonométriques, professées par Henri Lebègue, maître de conférence à la faculté des sciences de Rennes. C'est l'occasion pour lui d'appliquer sa toute nouvelle théorie de l'intégration,
l'intégrale de Lebesgue que nous utilisons toujours. Maintenant que vous voilà convaincu de l'importance des séries trigonométriques dans l'histoire de l'analyse, il est temps de vous raconter le lien avec l'histoire de la musique. Ce sera plus mondain. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que Dirichlet est le premier à avoir traité de manière rigoureuse la convergence des séries de Fourier. L'article date de 1829. Dirichlet n'a que 24 ans, mais il commence déjà à être connu. Sa carrière a commencé à Paris, où il est arrivé à l'âge de 17 ans. Là, il a suivi des cours au Collège de France et à la Faculté des Sciences, tout en étudiant les Disquisitiones Arithmeticae de Gauss. Et comme il n'a pas de fortune personnelle et qu'il faut bien vivre, il trouve un poste de professeur d'allemand chez le général Foy, qui le loge et le nourrit. Il réalise son premier coup d'éclat en démontrant le cas n égale 5 du théorème de Fermat-Wiles. Cela lui vaut une invitation à exposer à l'Académie des sciences à seulement 20 ans, sans qu'il ait le moindre diplôme. C'est là qu'il fait la connaissance de Fourier et Poisson. Et probablement aussi qu'il entend parler des séries trigonométriques. Le général Foy étant décédé la même année, Fourier et Poisson le présentent à Humboldt. Oh, il me faudrait une histoire entière pour vous parler de lui. Il a marqué son siècle et l'histoire des sciences par ses explorations et ses récits. Mais restons-en aux mathématiques. Humboldt comprend l'intérêt de conserver en Allemagne un jeune homme aussi brillant. Il s'adresse à Gauss, qui écrit une recommandation exceptionnellement louangeuse. Grâce à Humboldt et Gauss, Dirichlet est nommé à Breslau, actuellement Wrocław, en Pologne. Mais pour Humboldt, l'objectif final est d'installer Dirichlet à Berlin, ce qu'il réussit en 1829. À Berlin, Humboldt est souvent invité chez les Mendelssohn. La fille aînée, Fanny, et son frère, Félix, sont des musiciens surdoués, et ils organisent chez eux des concerts exceptionnels. Pourquoi connaît-on plus Félix que Fanny? Écoutez ce qu'écrivait le père à sa fille. Il est permis à Félix d'avoir l'ambition de faire connaître son talent, dont le succès importe à son avenir. Mais toi, mon enfant, renonce à des triomphes qui ne sied pas à ton sexe et cède la place à ton frère. Sans commentaire. À part celui de Fanny elle-même. Elle s'adresse à un ami le 25 décembre 1827. Vous avez peut-être appris qu'Alexandre de Humboldt fait un cours de géographie à l'université. Mais vous ignorez qu'il a commencé une série de conférences au conservatoire de musique. Elles sont suivies par quiconque a quelque prétention de culture et de savoir-vivre, depuis le roi, la cour, les ministres, les généraux, les artistes, les savants, les beaux et les fâcheux esprits, les étudiants et les dames, parmi lesquelles se faufile votre humble correspondante. La cohue est indescriptible, le public imposant et la conférence des plus intéressantes. Ces messieurs ont beau railler, ne trouvez-vous pas équitable qu'il nous soit enfin permis, à nous autres femmes, d'entendre une parole intelligente? Dites-vous bien que nous apprécions le privilège, et que nous prenons notre parti de l'ironie masculine. Un an plus tard, dans une lettre au même Klingemann, Fanny ajoute en passant: signalons parmi les derniers membres admis le beau et aimable, exubérant et savant, docteur ès sciences mathématiques, Dirichlet. Lors des réceptions de la famille Mendelssohn, Dirichlet se montre d'autant plus aimable, exubérant et savant qu'il y rencontre la jeune sœur de Fanny et Félix, Rebecca. Elle n'a que 17 ans, et même si elle est moins exceptionnellement douée que ses aînés, elle est jolie,
spirituelle et très courtisée. Malgré la réticence des parents et grâce à Félix et Fanny, c'est Dirichlet qui sera choisi. Et voilà le rapport entre les séries trigonométriques et l'histoire de la musique. Dirichlet était le beau-frère de Fanny et Félix Mendelssohn. Oh, ce n'est d'ailleurs pas le seul lien de cette famille avec des mathématiciens. Kumer était marié à une cousine de Rebecca. Et Haydn, dont nous avons parlé plus tôt, était le beau-frère de son plus jeune frère. Devenue Madame Dirichlet, Rebecca a continué la tradition familiale d'hospitalité. Même à Göttingen, où Dirichlet a été nommé à la mort de Gauss, elle a continué à organiser des concerts privés. Et vu les invités, la qualité musicale devait être exceptionnelle. Voici quelques noms parmi ceux que Dirichlet a pu côtoyer. Le couple Schumann, lui compositeur, elle pianiste virtuose. Et encore Franz Liszt et Charles Gounod. Et parmi la génération suivante, Joseph Joachim et Johannes Brahms. Ils ont joué ensemble des œuvres de Félix Mendelssohn dans le salon des Dirichlet à Göttingen. Dites donc, entre les pianos et les violons, il devait y avoir tout de même beaucoup de cordes vibrantes certains soirs chez les Dirichlet. Vous ne pensez pas?